Salam alaikum ou marhaba bikoum. Bonjour et bienvenue à tous les participants. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce que j'appellerais la chaîne du Comité national olympique marocain. Alors, je dois dire quand même un spécial bienvenue à nos amis, nos sœurs et nos frères des autres pays africains qui sont aujourd'hui avec nous. Je dois vous dire que les Marocains sont très heureux de travailler dans cette dynamique africaine. Nous sommes, comme dirait ma cousine qui habite l'Ayoun, à la frontière de la Mauritanie, elle dit toujours, nous sommes profondément africains et nous croyons beaucoup au potentiel de l'Afrique et des Africains. Alors, bienvenue et marhaba bikoum. Je remercie également et je salue la présence du secrétaire général de la Fédération internationale de sauvetage qui est avec nous. Il est de Belgique, Monsieur Harald Verbeek. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, Monsieur Verbeek, marhaba bik, bienvenue. Et enfin, chaleureux remerciements à la Fédération royale marocaine de sauvetage et son président, c'est Mohamed Ali Gharbel. Je dirais, pour son dynamisme et sa rigueur. Enfin, j'accueille et je remercie nos deux animateurs, M. Adi Bili et c'est Mohamed Gharbel aussi, alias Alaska, deux instructeurs internationaux de sauvetage et membres de la Fédération royale marocaine de sauvetage. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est Mohamed, pourquoi on t'appelle Alaska? La fameuse nomination Alaska, jette la période quand on était jeune et je me baignais et je me douchais à l'eau froide toute l'année. Donc, d'accord. On me disait, est-ce que tu viens d'Alaska? C'est pour ça. Donc, c'était un peu de résistance vis-à-vis de froid, mais et on t'a surnommé Alaska. Ça n'est plus maintenant. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'animer avec Sir Adil cette visioconférence. Sir Adil, je te salue. Alors, juste, je rappelle l'objectif de cette formation, c'est qu'à la fin de cette sensibilisation, nous devons être capables d'exécuter les gestes de premier secours en cette période de pandémie. C'est-à-dire que nous devons, en dehors ou même en dehors de cette période, nous devons être capables de nous secourir nous-mêmes pendant les entraînements, que ce soit pour des sportifs ou des entraîneurs, et aussi à la maison, ou bien secourir nos membres de la famille, évidemment en attendant l'arrivée des secours. D'ailleurs, c'est Alaska, tu m'as dit l'autre fois, le premier geste de secours est d'appeler les secours. Exactement. Alors, moi j'ai une question très directe. Quelles sont les actions de prévention et de protection pendant cette pandémie Covid-19 ? Ok, parfait. Donc, bonjour d'abord et je tiens à remercier le personnel du Comité national olympique pour l'accueil et pour leur chaleureuse préparation pour cette conférence. Je remercie aussi la fédération qui nous donne l'occasion aussi de collaborer avec vous. Donc, je vais juste revenir et rebondir sur ce que tu as dit, c'est Hassan. Le premier geste qui m'aglena, c'est toujours appeler les secours parce que ça remonte le pronostic vital d'un pourcentage énorme. Parce qu'une personne qui est en danger et vous passez un coup de fil pour appeler les secours, vous faites monter son pronostic vital de 35 ou 40%. D'accord? Donc, en temps normal, un sauveteur peut intervenir d'une manière très normale, comme on la connaît tous, appeler, approcher la victime, comme ce qu'on faisait tous. Mais dans cette période pandémique, les instructions de la Fédération internationale et de l'OMS stipulent à ce que tout sauveteur doit d'abord, comme d'habitude, se protéger lui-même avant de protéger sa victime en mettant sa bavette, des gants et un masque. Donc, obligatoire, il faut mettre ces outils avant d'approcher une personne pour la secourir. Et même si cette personne n'a pas de bavette, vous devez lui mettre une bavette ou au moins cacher son visage par un tissu qui ne va pas l'étouffer, bien sûr, parce qu'on considère que toute personne est porteuse de virus
comme le sauveteur ou l'autre personne. Donc, on ne sait pas vraiment qui est la personne qui porte le virus. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi-même avant de prendre soin de la victime. C'est comme un peu dans un avion. Quand il y a un problème dans un avion, pour mettre le masque d'oxygène, il faut commencer par soi-même avant de sauver les autres. Exactement. D'accord. D'accord. Alors, c'est Alaska et je m'adresse aussi à Siradil. Rentrons un peu plus dans le détail. En cette période de Covid, je suis tout seul à la maison, je me sens pas bien. Quels sont les premiers gestes que je peux faire, par exemple? J'ai pas bien entendu, c'est Hassan Afak. Alors, je disais, je suis tout seul à la maison. Oui, si oui. je me sens pas bien, quels sont les premiers gestes que je peux faire pour secourir moi-même, en quelque sorte, si je suis tout seul? Oui, la première des choses, si vous vous sentez mal, tout dépend de le cas de figure que vous pouvez avoir, c'est d'abord appeler quelqu'un qui vous est proche, qui va venir d'abord vous porter aide avant d'appeler les secours. Et puis, vous devez, si vous ne vous sentez pas très bien au niveau de votre conscience, ou vous vous sentez fatigué, vous devez sur le champ vous mettre sur le sol pour éviter une chute brutale due à une perte de conscience, par exemple, par la suite. Donc, tout dépend des cas. Petit à petit, dans notre présentation, on va parler de chaque cas de figure. Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement? Mais si vous êtes seul, vous pouvez éventuellement appeler une personne qui est proche, un voisin ou quelqu'un de la famille que vous avez sur votre portable, et puis alerter les secours pour pouvoir et vous mettre dans une position vraiment, voilà, dans une position qui va vous faciliter votre circulation sanguine. Alors, premièrement, il faut faire la différence entre l'obstruction grave et brutale des voies aériennes et l'obstruction partielle. On demande à la victime s'il peut parler, tousser et respirer. Alors, tu peux parler, tu peux tousser, tu peux respirer. Allez, là, alors, la victime ne peut pas parler, ne peut pas respirer, elle ne peut pas tousser. Elle s'agit d'une obstruction grave et brutale des voies aériennes. Alors, je me place derrière de la victime. Donc, comme vous voyez maintenant, Adil va se placer derrière la victime pour construire un obstacle et puis il va mettre ses mains au niveau de son estomac pour pouvoir pourchasser le petit obstacle qui entrave l'action respiratoire. Donc, il va pousser pour exercer une pression négative qui va pousser l'obstacle dans le sens contraire de la respiration et puis l'expulser à l'extérieur des voies aériennes. Donc, c'est la méthode Heimlich, c'est la plus pratiquée. Il y a aussi les claques et tout, mais on les utilise autrement parce qu'il y a, comme il a dit Adil, il y a les obstructions graves ou ce qu'on appelle générales, ça veut dire que les voies aériennes sont complètement bloquées. Et puis, il y a les obstructions partielles. Cette obstruction partielle, si on sait que le monsieur ou la personne s'est étouffée avec un bout de nutriments ou quelque chose, on peut faire les claques. Mais si on ne sait pas la nature de l'obstacle, on ne peut pas taper parce qu'en tapant, en faisant des claques entre les omoplates, on peut déplacer le truc et ça devient, au lieu d'une obstruction partielle, ça devient général. C'est pour ça qu'il a mis une méthode Heimlich directe pour pouvoir pourchasser. Maintenant, Adil va nous montrer voilà comment ça se passe. Hop. Après avoir demandé à la victime s'il peut respirer ou tousser ou parler, il commence directement, c'est ce qui lui permet de faire son petit diagnostic rapide et commence direct la méthode. Maintenant, il va nous montrer comment on peut faire ça sur un enfant ou un nourrisson, parce que généralement, les petits bébés, ils découvrent le monde avec leur bouche. Tout ce qu'ils prennent, le mettent dans la bouche. Donc, généralement, il y a des sucettes, il y a des objets qui finissent dans la gorge d'un bébé. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on va vraiment faire la méthode Heimlich, mais l'intensité, ne sera pas la même, même la position ne sera pas la même pour un bébé ou un nourrisson. On l'incline un peu, d'accord? On met sa tête vers le bas pour espérer que la pesanteur ait une action sur cet objet. Maintenant, il nous montre un enfant. Donc, sur un enfant, c'est la même chose. Au lieu de mettre 2 doigts, il met juste un doigt et l'intensité n'est pas la même parce que dans tout bilan de sauvetage, on prend en considération l'âge et la taille et la morphologie parce que la composition osseuse d'un enfant ou d'un bébé n'est pas la même d'un adulte et n'est pas la même d'une vieille ou d'un vieux monsieur. Ils sont en ostéoporose, donc il faut prendre en considération ça. Au lieu de faire sortir l'obstacle, on finit par briser les côtes. Alors, maintenant, Alaska, si je peux me permettre de te couper 2 petites secondes pour faire un récapitulatif, un résumé.
Oui. Imaginons, vous êtes seul à la maison, vous avez avec vous un enfant ou un adolescent ou un adulte, quelqu'un. Oui. Premier accident qui arrive souvent, c'est de s'étouffer avec un aliment ou pour un enfant avec une bille ou avec une pièce de monnaie. La première des choses, c'est de demander à la victime si elle respire, si elle peut parler. Bien sûr, j'ai bien entendu appeler quelqu'un ou appeler les secours, demander à la victime et s'il peut respirer, s'il peut parler. Une fois j'ai fait ce diagnostic, donc je mets derrière, comme nous a montré Saadil, derrière, et selon l'âge de la victime, si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est une personne âgée, je exerce une pression au niveau du plexus solaire, c'est bien ça? Exactement au niveau du xiphoïde, sur le bas du sternum. Sur le bas du sternum. Le bas du sternum, au niveau du xiphoïde, ce qu'on appelle donc, au niveau du on exerce la pression. Sauf que l'intensité de la pression, il diffère entre une personne âgée ou quelque chose, mais on finit toujours, si cet obstacle ne veut pas sortir, vaut mieux qu'on casse une côte que la personne meure. Donc, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, si Adil va nous montrer la partie nourrisson, parce que le nourrisson, c'est pas comme l'enfant. Donc, si Adil, montre-nous comment on arrive à secourir ou voilà. Un nourrisson. Alors, effectivement, donc, ça arrive, donc, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte aux personnes âgées, c'est la même pression, sauf que l'intensité change. Le nourrisson, c'est différent. Alors, le nourrisson, on le couche carrément sur… Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est le nourrisson, on met les claques parce que vraiment, on n'a pas une vraie manipulation sur sa cage thoracique pour faire la méthode Heimlich. Il y a une autre méthode, on va la voir. Maintenant, il fait des claques entre les deux omoplates en espérant que le petit objet ou le petit obstacle se déplace dans la gorge et la pesanteur et un impact sur lui, il tombe. Donc, on essaye de taper pour ça. Et si ça ne marche pas, regardez, il va inverser et avec deux petits doigts, il va garder la même position. Il va essayer de pousser aussi sur le bas de son sternum, le bas de la cage thoracique et il essaie de pousser, pousser, pousser. Tout ça, et si on a un bébé, on a déjà alerté les secours et en faisant ça, on peut se déplacer vers l'hôpital. Donc, très bien. Vraiment perdre de temps. Merci beaucoup pour cette première. Alors maintenant, toujours à la maison, les accidents domestiques qui arrivent, c'est bien sûr s'étouffer avec un objet ou avec un aliment. Deuxième chose qui arrive souvent, c'est de saigner. On se coupe la main, par exemple, je suis en train d'éplucher les pommes de terre, je me coupe la main et je saigne abondamment. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, c'est Hassan, juste pour une petite seconde, restons toujours dans le truc de l'étouffement. Tant que vous avez parlé de quand on est seul, j'aimerais bien que Saadil nous montre comment, s'il y a l'étouffement et on est seul, on a un obstacle, comment peut-on réagir si on est seul? Il y a deux méthodes. Il y a soit on se met à quatre pattes et on se laisse matcher le thorax avec le sol, soit, regardez, il prend un truc comme une chaise, par exemple, il met la partie sur laquelle il faut mettre la méthode Heimlich et on essaye de s'auto-pousser sur le truc. Exactement, c'est très intéressant. Les gens ont tendance à se taper le dos contre le mur, mais la distance entre la trachée et le dos, elle est assez importante. Donc, il vaut mieux exercer la pression au niveau antérieur, pas postérieur. Donc, si on est seul, on utilise le dossier d'une chaise pour faire cette pression sur le sternum, enfin le bas du sternum, et pouvoir évacuer l'objet coincé. Merci beaucoup, c'est Alaska. Est-ce qu'on peut continuer par rapport à cet saignement quand je me coupe, par exemple, à la maison? Qu'est-ce que je peux faire? Les saignements, il y en a plusieurs. Donc, juste pour que nos amis qui nous suivent soient sur la même longueur d'onde avec nous, il y a les hémorragies internes que malheureusement on ne voit pas. Ils sont difficilement détectables et ils sont dangereuses. Donc, une fois quelqu'un qui a eu un choc ou il tombe d'une altitude ou d'un truc qui est un peu haut, il se fait heurter par quelque chose, vaut mieux transporter rapidement et faire un diagnostic pour éviter. Il y a les hémorragies externes dont vous avez parlé, c'est Hassan. Donc, je me fais couper un truc ou je me fais saigner tout seul à la maison. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est stopper l'hémorragie. Donc, l'hémorragie, le sang qui est à l'intérieur, il doit rester à l'intérieur. Donc, on va voir avec M. Adil, il va prendre exactement, par exemple, une hémorragie au niveau du bras. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est un bandage,
des compresses, tout en gardant les distances de sécurité, parce que maintenant, il se peut que je vire un peu vers l'explication normale, mais je garde toujours les consignes en période pandémique. Donc, les gants, la bavette, le masque et tout. C'est Adil, Dirlina Afak, voilà. Il est toujours en masque, il est en équipement, et il va faire des compresses sur la partie blessée pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Bien sûr, on utilise des compresses stériles, un bandage, on prend, on essaie de faire quelques tours, et si on peut rester à côté de la victime, on tient la main haute, comme ça on entrave la circulation sanguine et ne monte pas vers le haut. Si on est seul ou si une personne est blessée en période pandémique comme ça, ben je lui donne les compresses, je lui donne les moyens de se soigner et je reste pas seulement à 1 mètre, à 2 mètres ou 2 mètres ou plus pour lui donner des consignes. Il va se faire soigner tout seul parce qu'on intervient quand, par exemple, si Adil maintenant, il est en train d'intervenir sur une personne inconsciente et il a une blessure pour arrêter, stopper son hémorragie pour pouvoir intervenir. Mais si la personne est consciente et c'est juste une blessure normale, on peut lui donner les consignes, les trucs à faire tout seul. Comme j'ai dit, on prend des trucs stériles, un bandage et tout. Mais si on n'a rien, il faut d'abord stopper l'hémorragie. Voilà, regardez, il a un bandage, il essaye de le mettre. Et si par exemple ce bandage, c'est le seul qu'on a et l'hémorragie continue toujours et il devient rouge et vraiment rempli de sang, on ne l'enlève pas parce qu'on va relancer l'hémorragie. On met un autre, on met quelque chose pour essayer de la stopper. On ne met pas de garrot, mais on peut mettre des points de compression sur l'artère carotidienne qui mène au bras, par exemple, soit axillaire, huméral, fumoral, donc les artères qui sont, voilà, ils ont un flux parfait vers la partie où il y a l'hémorragie. Donc, comme vous voyez, il est en train de... Maintenant, il intervient avec du matériel. Supposons qu'on n'a pas de matériel, il faut la stopper par n'importe quel moyen. Ce qu'il a sorti maintenant, c'est une couverture isotherme. C'est des couvertures qui n'existaient pas assez à l'avance, mais maintenant, c'est sur toutes les voitures neuves, il y a un kit de secourisme que vous trouvez généralement dans votre coffre. Il y a des gants, des stériles, des compresses stériles, un ciseau et tout. D'accord? Et quel est l'intérêt de cette couverture isotherme? La couverture isotherme, parce que maintenant, supposons qu'il fait par exemple chaud et il y a une personne qui a une blessure ou une lésion musculaire ou tendineuse ou ligamentaire, il y a des frissons comme réaction du corps, il y a une baisse de la température. On essaye de la couvrir pour l'isoler du froid qui est à l'extérieur ou du chaud qui est à l'extérieur. Donc, cette couverture, il maintient la température de la personne au niveau optimal qui est bien sûr 37 et pas moins de 36,5. Si, Alaska, je reviens sur le saignement. Si oui. La personne, la victime, elle est consciente, la victime respire, le saignement, et elle saigne, il y a un objet tranchant à l'intérieur. Est-ce qu'on le retire ou on le garde? Oui, généralement les personnes ont un peu tort sur cette question. Je vous remercie infiniment pour l'avoir posée. Donc, quand il y a un objet étranger qui rentre sur notre corps, il faut absolument le maintenir et ne pas l'enlever. Parce que en entrant cet objet, peut-être qu'il n'a pas disséqué de muscles, d'artères ou de nerfs, et en le retirant, vous pouvez causer des dommages musculaires ou ligamentaires et en même temps relancer l'hémorragie. Donc, vaut mieux le garder, couvrir par quelque chose et puis transporter à l'hôpital parce que c'est là-bas qu'on va l'enlever avec leur connaissance et avec leur matériel. Je mets entre parenthèses qu'on est toujours des secouristes. On ne se met pas à la place des médecins ou des infirmiers, on est des secouristes. Ça veut dire qu'on intervient avec les moyens de bord pour pouvoir alléger les souffrances de cette personne jusqu'à ce que les secours arrivent ou on arrive là-bas. Voilà, si Adil va nous montrer, par exemple, si un objet rentre au niveau de la main, donc, on ne l'enlève pas, on ne le touche pas, on essaye juste de le garder parce que lui-même, il fait un effet coagulant. Donc, si on l'enlève, il va relancer l'hémorragie et l'emmener encore plus. Il y a aussi les hémorragies extériorisées dont on n'a pas parlé. C'est l'hémorragie extériorisée. C'est les hémorragies que généralement, on voit sortir l'anorexie naturelle, donc soit le nez, soit à travers les oreilles, soit de la bouche, soit du vagin, soit de l'anus. Donc, c'est des hémorragies qu'on voit et c'est généralement des hémorragies que quand le corps, lui, il expulse le sang vers
l'extérieur. Alors, c'est Alaska. Justement, excuse-moi pour qu'on aille droit au but. J'ai mon neveu qui est tombé et qui commence à saigner du nez. Son père a basculé la tête vers l'arrière. Est-ce que c'est un bon geste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Absolument pas. Juste entre parenthèses, c'est Adil va nous montrer comment la conduite à tenir face à une personne qui a un écoulement nasal. C'est Adil, tfaddal. Pencher la tête vers l'avant, comme d'habitude, et bloquer la narine et essayer de refroidir au niveau des sinus et au niveau de la nuque un peu avec un peu d'eau fraîche parce que ça va aider un peu à une vasoconstriction des artères qui nous font sortir ce sang-là. Donc, juste entre parenthèses, ce que je voulais dire, c'est que le sang, les hémorragies en général, le sang qui est normalement à l'intérieur du corps et il y a une blessure, il faut le garder à l'intérieur du corps. Bien sûr, ça, on a... Mais s'il y a une hémorragie extériorisée et le sang, il sort naturellement, il faut le laisser sortir. D'accord. Alors, contrairement à ce qu'on fait, d'habitude, quand quelqu'un saigne du nez, on lui bascule la tête vers l'arrière. Donc, il ne faut pas faire ce geste-là. Il faut Au contraire, il faut l'aider. Voilà, pour éviter les hémorragies internes. Très bien. Alors, maintenant, je voudrais poser une question très précise. Si la victime ne répond pas, mais elle respire, qu'est-ce que je peux faire? Quel comportement? Donc, maintenant, vous me parlez d'une victime qui est inconsciente, il ne me répond pas et il respire. Ça veut dire, tant qu'il ne me répond pas, ça veut dire qu'il est. Donc, c'est Adil va nous montrer comment on établit un bilan rapide. Donc, généralement, quand est-ce qu'on entame ce bilan? C'est quand une victime ne répond pas ou elle est inconsciente. Parce que une victime qui est consciente, pas la peine de faire le bilan parce qu'il est consciente, ça veut dire que sa respiration marche et son cœur marche aussi. Donc, une personne qui ne répond pas à un signal, donc il se peut qu'il est consciente, mais juste qu'il a les yeux fermés, il est tellement fatigué ou essoufflé qu'il ne peut pas répondre. Donc, on peut checker sa conscience avec un toucher en lui demandant de me serrer la main peut-être avec le minimum d'intensité. Et puis, moi maintenant, je suis en train de vous parler de la conscience, respiration, battement du cœur, mais le bilan en général, il se fait en 10 secondes maximum. Donc, on fait... normalement, en période normale, on check. C'est Adil, maintenant, il est en train de checker la conscience, d'accord, en touchant le nez, parce que même une personne qui a les yeux fermés, il va faire un petit clignotant avec les yeux, et puis il va, en période normale, il va approcher ses joues, parce que c'est la peau sensible, pour sentir un peu la respiration au niveau du nez. Mais maintenant, en période pandémique, on pose la main sur le thorax pour voir est-ce que son abdomen et son thorax montent et descendent un peu. Et puis, le cœur, on le check bien sûr avec les deux doigts là, l'index et le majeur, au niveau de l'artère carotidienne pour savoir est-ce que son cœur marche. Donc, vous avez dit que c'est une personne qui ne répond pas mais qui respire. Donc, toujours dans le fameux mot que je dis toujours, c'est le PAS, passe, c'est protéger, alerter et secourir. Cette personne dont vous avez parlé, c'est Hassan. C'est une personne que vous avez dit qui respire, mais qui ne répond pas, ça veut dire qu'il est inconscient. D'abord, il faut la protéger. P, protéger, l'éloigner de l'endroit où est-ce qu'elle est, s'il est à côté d'une route ou quelque chose. Et puis, alerter, comme a fait Adil, soit on demande à des personnes à côté d'appeler, soit j'appelle et je mets mon téléphone en haut-parleur et je commence déjà. Et si cette personne, comme vous avez dit, respire, ça veut dire que son cœur marche, je la mets en position latérale de sécurité, qu'on va faire, c'est Adil d'abord. Si je viens par hasard et je trouve cette personne allongée, donc je ne sais pas, il est dû à quoi cet état d'inconscience, donc je la manifeste doucement à travers les articulations. Mais si je vois ce qui s'est passé, je sais qu'il n'y a pas de fracture et rien, je peux directement mettre sur le dos sans problème. C'est Adil la position latérale de sécurité. Donc, comme vous voyez, c'est une position en mettant la personne sur le côté pour faciliter sa respiration et pour éviter que s'il y a un liquide gastrique, un vomissement ou quelque chose qui revient dans les voies aériennes. D'accord. Alors, une petite question. Imaginons que la victime est une femme enceinte. Est-ce que cette position est valable pour elle aussi? C'est une position bien sûr valable pour elle, sauf qu'une femme enceinte, on commence toujours par la mettre sur le côté gauche, contrairement aux personnes normales, parce qu'il y a déjà de la pression sur son diaphragme, il risque d'avoir des liquides gastriques, du reflux gastrique. D'accord? Et pourquoi sur le côté gauche? On la met sur le côté gauche et les gens normaux, on les met sur le côté droit. Donc, la différence… Pourquoi cette différence? Je vais vous expliquer. Parce que la position latérale de sécurité, elle n'est pas éternelle.
Donc, on peut mettre sur le côté gauche et on peut mettre comme on peut mettre sur le côté droit. Sauf que cette personne, s'il reste inconsciente beaucoup de temps sur le côté gauche, je la mets sur le côté droit. Mais c'est une femme enceinte parce que sur le côté droit, il y a le risque du reflux gastrique et sur le côté gauche, il y a l'éjection ou la partie diastolique de notre cœur qui éjecte le sang du côté gauche. Donc, il ne faut pas aussi bloquer la circulation sanguine. Donc, on peut mettre côté gauche, côté droit, il n'y a pas de souci. Merci pour ces précisions. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin maintenant. Et d'ailleurs, je remercie tous les participants qui sont présents avec nous et je les remercie pour leurs questions. Alors, pour faire une synthèse des questions qui sont posées, imaginons que maintenant la victime ne répond pas et elle ne respire pas. Qu'est-ce que je peux faire en termes de réanimation? Ça arrive par exemple dans le cas des noyades. Oui, exactement. Donc, c'est le cas de figure. Généralement, la noyade, on va en parler par la suite dans les traumatismes. Mais si cette personne ne respire pas, il faut faire une respiration artificielle. D'accord? Donc, c'est la méthode bouche à bouche qu'on connaît tous, sauf qu'on est encore une fois dans la pandémie. Donc, il faut protéger la victime et se protéger soi-même. Donc, sur les premières semaines de cette période pandémique, il était interdit d'approcher une personne pour faire la méthode bouche à bouche. Même s'il ne respire pas, on a demandé à ce qu'on fasse du massage cardiaque d'une manière rapide pour pouvoir circuler le sang, parce qu'on sait davantage qu'une personne qui s'évanouit, il a de l'oxygène dans son sang. Il faut juste le faire tourner. C'est Alaska. Excuse-moi, je suis tellement curieux et ce que tu dis est très important. J'ai une personne chez moi, à la maison, par exemple, je ne sais pas, mon fils, mon frère, qui ne respire pas, bien sûr, qui ne respire pas, qui n'est pas conscient quand je lui parle. Donc, tout de suite, je pense à faire un massage cardiaque, si j'ai bien compris, c'est ça? J'ai bien dit qu'en cas de manque de respiration, donc il n'y a pas de respiration, on fait de la respiration artificielle. Et de la respiration artificielle, oui, c'est du bouche à bouche. Oui, c'est du bouche à bouche. D'accord? C'est juste que j'ai parlé de la partie pandémique. Au début, c'était interdit de toucher la personne pour des bouche à bouche. Maintenant, avec des instruments, avec des bavets qui ont sorti, on nous a vraiment autorisé de mettre une double bavette avec un gadget qui se met, c'est Adil va nous montrer, et on peut administrer de la respiration artificielle. Très bien. Est-ce que je peux faire du massage cardiaque aussi? Une personne qui ne respire pas, on lui fait pas de massage cardiaque parce qu'il ne respire pas. On met du massage cardiaque quand le cœur ne marche pas. Écoutez, c'est que nos confrères restent aussi dans la même longueur d'onde. Quand la personne ne respire pas, on la fait artificiellement. Quand le cœur ne marche pas, on le fait artificiellement. Donc, c'est des trucs qui vont de soi, mais si quelque chose ne marche pas, on fait. Mais si le cœur ne marche pas, ça veut dire que la respiration ne marche pas aussi, donc on fait le massage, la combinaison. C'est ce qu'on va voir par la suite sur la réanimation cardio-pulmonaire. Très bien. Donc, si Adil est en train de vous montrer comment on fait du bouche à bouche, bien sûr, au début, il a commencé par une libération des voies aériennes supérieures. Il a mis une partie de sa main, la paume de la main, sur le front, et avec l'autre main, avec 2 doigts au-dessous du menton, il a basculé doucement et légèrement vers l'arrière, parce qu'il faut penser aussi aux vertèbres cervicales, il ne faut pas les abîmer, doucement, et puis il a commencé à faire son bouche à bouche. Maintenant, il est en train de faire une réanimation cardio-pulmonaire complète parce qu'il a fait ses insufflations. Il a jugé que cette personne aussi n'a pas de battement de cœur. Donc, c'est Adil pour la réanimation cardio-pulmonaire générale. On va la voir par la suite. Maintenant, je vais continuer sur la partie bouche à bouche. C'est Hassan, oui. Peut-être que ça peut arriver au niveau d'une maison ou quelque chose, mais ça peut arriver aussi en cas d'accident. La mâchoire fracturée ou quelque chose, donc on n'a pas par où administrer, on peut administrer par le nez. D'accord? On peut faire de la bouche à nez. Et pour les nourrissons, c'est Adil Afakourina pour le nourrisson qui va la méthode bouche à bouche parce qu'on n'arrive pas à séparer le nez de la bouche, on fait bouche à nez. Donc notre bouche, tout le petit visage du nourrisson, bon, c'est Adil. Toujours on libère les voies aériennes. Voilà, la libération des voies aériennes. Il va souffler complètement dans le système respiratoire. Voilà, les composants du système respiratoire, c'est le nez, bien sûr, la bouche, la trachée et les poumons.
Donc, et si vous avez vu, à chaque fois, il souffle. En même temps, ses yeux sont orientés vers la cage thoracique pour la simple raison pour voir est-ce que la cage thoracique réagit, parce qu'il se peut qu'il y ait un objet qui fait une obstruction. Il faut d'abord désobstruer et puis faire le bouche à bouche. Alors, c'est Alaska. Je récapitule. J'ai une victime inconsciente et qui ne respire pas. Tout de suite, je fais de la respiration artificielle, c'est-à-dire j'insuffle, je fais du bouche à bouche, ou bien si je peux pas par la bouche en cas d'accident, par le nez, j'insuffle de l'air dans les poumons de la victime. Et je continue par le massage cardiaque, si j'ai bien compris. Si et seulement si son cœur ne marche pas. Bien sûr, pour réamorcer la pompe cardiaque. Je vais juste récapituler rapidement, parce que dans la succession des fonctions vitales, qui sont la conscience, la respiration et le cœur, il y a la conscience qui part en premier, et puis il y a la respiration. Si une personne est inconsciente et ne respire pas, son cœur peut toujours marcher quelques minutes avant de t'arrêter. D'accord. Alors, si Alaska, moi j'ai une question un peu naïve. Quand je souffle, c'est du gaz carbonique qui sort, c'est pas de l'oxygène. Ouais. Donc, comment expliquer que je vais réamorcer la pompe respiratoire en insufflant du gaz carbonique dans le corps de l'autre? Juste pour éclaircir ce point, normalement, l'air qu'on respire, il y a une représentativité d'oxygène de 21%. Le reste, c'est azote et quelques petits gaz, donc 69%. Sur les 21%, nous, quand on inspire, on utilise entre 4 et 6%. Le reste, on l'expulse encore dans l'air. Donc, automatiquement, quand on insuffle dans la bouche, dans le système respiratoire de la personne, on lui administre de l'oxygène pur aussi. C'est Alaska, on arrive vers la période estivale. J'espère qu'avec le déconfinement, on peut retourner, bien sûr, avec toutes les mesures barrières de sécurité, etc., on peut retourner à la plage. Malheureusement, parfois, il y a des noyades. Comment réagir, comment secourir quelqu'un qui se noie rapidement avant l'arrivée des secours? Ok, juste excusez-moi, c'est Hassan, pour la partie noyade, j'aimerais bien prendre juste un peu de temps pour que les gens comprennent d'abord c'est quoi la noyade et le danger d'y aller. Donc, je vais prendre une petite minute. J'ouvre la parenthèse de la noyade. La noyade, généralement, elle est associée avec les gens qui ne savent pas nager, dans notre conscience et dans notre culture. Sauf qu'il y a deux types de noyade. La noyade, il y a la vraie noyade ou la noyade réelle, c'est quelqu'un qui ne sait pas nager, il tombe dans un liquide, automatiquement il se noie parce qu'il n'excelle pas dans la natation. Par contre, il y a l'autre partie, c'est la fausse noyade qui arrive à des personnes qui excellent et qui savent vraiment nager. Peut-être que c'est des champions de natation, mais en plein activité de natation, il se peut qu'il y ait un problème, soit une épilepsie, hypotension, hypoglycémie, n'importe quel, même une crampe au niveau de l'abdomen peut faire noyer un bon nageur. D'accord? Donc, il y a les deux familles. Donc, et puis, l'intervention au niveau réanimation cardio-pulmonaire d'un noyé n'est pas comme celle d'une personne normale. Une personne qui s'évanouit ou qui a une crise cardiaque, par exemple, quelque part dans un marché ou dans un lieu public, on peut intervenir juste en commençant par le massage cardiaque, parce qu'on sait que cette personne respirait davantage et dans son sang, il y a de l'oxygène. Donc, il faut juste faire la manœuvre du massage cardiaque pour le faire tourner. Donc, on commence par 30 massages cardiaques et puis on fait 2 insufflations bouche à bouche et on refait cette action pas moins de 20 minutes et je peux l'arrêter, sauf que cette personne revient à la vie ou cette personne représente vraiment un danger pour moi. Si je continue à travailler, je vais m'évanouir moi aussi, ou si les secours sont là avec un équipement. La différence entre la personne normale et le noyé, c'est que le noyé, on sait davantage que cette personne est noyée et ne respirait pas pendant une bonne durée. Qu'est-ce que je fais? J'administre 5 insufflations bouche à bouche en première. Je peux voir avec Adil, il va nous faire pour qu'on ne perde pas de temps, avec Adil, il va faire la réanimation cardio-pulmonaire pour un noyé. Donc, on commence par 5 insufflations. Donc, comme vous avez vu, il est en période pandémique, donc il a placé son bavet. Donc, on fait 5 insufflations, bouche à bouche. C'est Adil. On va supposer qu'on est en période normale. Donc, on dit bouche à bouche 5 fois. Voilà. Bien sûr, les mesures de sécurité, parce qu'on est complètement dedans maintenant, que même en faisant des essais, on est en mesure
de pandémie. Donc 5 insufflations, regardez la différence, c'est qu'il va faire 5 insufflations et puis il va entamer le massage cardiaque. Maintenant, ça veut dire qu'il a donné de l'oxygène et puis il va le faire tourner en faisant du massage cardiaque. Normalement, il fait 30. Supposons que tu as 28 ACAD, 28, 29, 30. Après les 30, on fait que 2 insufflations et on revient au massage cardiaque, 30 massages cardiaques aussi. Donc, revenez vers moi. La différence, c'est que le noyé, on lui administre au début 5 insufflations par rapport à une autre personne. C'est ça la différence entre un noyé et une personne. C'est Alaska, merci beaucoup pour ces précisions. Je reste quand même dans la noyade. Est-ce qu'il y a une différence entre une noyade dans l'eau douce et une noyade dans l'eau de mer? Ok, donc bien sûr qu'il y a une différence. Ça, c'est un détail technique. Je vous remercie pour avoir posé cette question qui est très importante. Donc, la différence, c'est que dans l'eau douce, la composition de l'eau douce, elle est moins concentrée en sel que celle du sang. Donc, automatiquement, par phénomène d'osmose, quand les poumons sont remplis d'eau, donc généralement un noyé, quand il y a de l'eau dans ses poumons, si cette eau est douce, ça passe dans la circulation sanguine. Et puis, ça change la composition du sang et ça engendre une mort rapide. Généralement, les personnes qui se noient dans les piscines, dans les barrages, dans les fleuves, dans l'eau douce, c'est une mort qui est certes et qui est très rapide. Contrairement aux gens qui se noient dans l'eau salée, quand on va imaginer aussi que c'est l'eau qui est dans les poumons, mais cette fois-ci, l'eau, elle est salée comme son nom l'indique, donc la composition en termes de sel, il est plus importante. Donc, il y a cette eau-là qui tire le plasma sanguin envers elle. Donc, ça engendre un œdème pulmonaire et une coagulation du sang. Sauf que la mort, là, elle est un peu lente parce que la composition du sang, il reste la même. D'accord? Et le cœur, il continue à battre jusqu'à essoufflement. Donc, c'est une mort qui est un peu atroce et lente par rapport à la mort dans l'eau douce. Ça, c'est ce qui se passe scientifiquement et en théorie. Et c'est la réalité. Sauf que quand une personne se noie, il y a l'eau qui passe vraiment, parce qu'il y a une différence dans la noyade de chaque personne. Il y a les personnes qui prennent de l'eau doucement, il y a des personnes qui prennent de bonnes quantités. Cette quantité, s'ils sont vraiment importantes, il y a le flux et le débit de l'eau qui rentre et ça endommage les alvéoles. Et ajouter à ça, si cette personne est noyée dans une eau douce, on ne sait pas de quoi elle est composée. Par exemple, dans les piscines, il y a le chlore, il y a le floculant, il y a les galets, il y a beaucoup de choses. Donc, ça met encore en plus des produits chimiques dans les poumons de la personne. Et puis, rajouter à ça la pression. Quelqu'un qui se noie en 1 mètre, ce n'est pas la personne qui se noie en 10 mètres ou en 20 mètres. Donc, il y a l'eau, le produit qui est dans l'eau, où cette eau, elle n'est pas vraiment propre. Et puis, la pression. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent mettre vraiment en danger la personne et emmène à une mort rapide et certaine. Donc, en cette période estivale, si on retourne à la plage, bien sûr, avec toutes les mesures de sécurité, qu'est-ce que vous conseillez aux parents de faire avec leurs enfants pour les protéger de la noyade? Parfait. Donc, la première des choses, la première prévention de la noyade, c'est apprendre à nager. Et vu que c'est la réalité, donc un sacré pourcentage de notre population n'apprennent pas la natation juste après un certain âge. Donc, la première des choses, c'est apprendre la nage. Deuxième des choses, on ne laisse jamais quelqu'un aller nager seul. Maintenant, vu que mon petit cursus et ma petite expérience en termes d'entraîneur de natation, chaque année, je reçois des appels ou des parents qui viennent me voir dans mon lieu de travail. Salam Sidi, je veux apprendre à mon enfant nager pour vraiment qu'il me laisse tranquille en période de vacances. La réponse, c'est qu'on surveille l'enfant quand il ne sait pas nager et on le surveille encore plus quand il apprend à nager. Donc, quelqu'un qui nage, il faut le surveiller parce que surtout un enfant, il commence à s'aventurer, il commence à vouloir découvrir, c'est un enfant. Et puis, il y a les risques comme vous savez maintenant, il y a les méduses, il y a les chocs thermiques, il y a un heurtement de quelque chose, il y a les crampes, il y a l'hypoglycémie, il y a les coups de soleil. Donc, on peut aller nager. Et puis, il y a les courants, il faut se protéger du courant, le rip current. Toujours à de la parenthèse, donc il faut faire attention. À la plage et je nage tout de suite.
je prends un peu le temps de me refroidir déjà si je bougeais et j'observe si cette plage est agitée ou non avant d'aller nager et voir comment ça se passe et suivre les consignes des maîtres nageurs présents sur place. D'accord. Et en cas où il y a une noyade, c'est tout de suite sauvé, tout de suite bouche à bouche. S'il n'y a pas de cœur qui fonctionne, protéger, massage cardiaque. alerter et secourir. Une petite parenthèse que je vais ouvrir avec vous, si Hassan, parce que je sais à travers vous le message va bien passer. Donc, souvent, on a vu des interventions sur Facebook, les gens qui prenaient en vidéo des interventions de maîtres nageurs. Des maîtres nageurs, c'était des interventions parfaites et bien faites. Donc, je les remercie. Donc, on commence à secourir la personne, que ce soit en plage ou quelque part d'autre. Et puis, il y a une personne qui dit l'ambulance est là. Donc, et on arrête la réanimation et on prend cette personne et on se match un 100 ou un 200 mètres de le sable. Et puis, on emmène cette ambulance qui va mettre 5 ou 10 minutes pour arriver à l'hôpital. Et cette personne a arrêté sa réanimation. Donc, s'il vous plaît, si cette ambulance est arrivée, donc on continue la réanimation, on n'arrête pas. Parce que si on livre cette personne ou cette victime dans un brancard à un ambulancier qui fait excellent son travail, il va l'emmener, mais la réanimation est arrêtée. Donc, la réanimation ne doit pas s'arrêter si cette personne ne revient pas à elle. Donc, s'il vous plaît, faites attention avec ce détail. L'ambulance, c'est la fin du sauvetage. Alors, je reviens sur Adil et il voudrait nous montrer quelque chose. À toi, Adil, qu'est-ce que tu nous montres exactement? Comment utiliser un défibrillateur? Donc, ce qu'il a entre les mains, c'est un défibrillateur. C'est souvent parce que vous avez posé la question, la noyade en eau douce. La noyade en eau douce, comme j'ai dit, l'eau, il passe dans la circulation sanguine et puis quand ce sang arrive au niveau du cœur, c'est un carburant qu'il ne connaît plus. Il marchait avec D'accord. Alors, Alaska, c'est Adil. Avant d'utiliser le défibrillateur, 1, 2, 3, j'y arrive. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi cette machine? Où est-ce qu'on la trouve? J'y viens de suite à Hassan. Donc, j'ai dit que le sang arrive à ce cœur et il ne le reconnaît plus. Et automatiquement, ce cœur qui ne reconnaît pas cette substance bizarre, normalement, il se contracte d'une manière harmonieuse grâce à son activité électrique. Il commence à fibriller. Fibriller, c'est qu'on fait des vibrations comme ça. Ce défibrillateur a pour rôle de défibriller et rendre l'activité électrique normale. Donc, il donne des chocs électriques pour défibriller. Donc, le cœur, il est fibrillant et on le défibrille. Donc, le défibrillateur, le cœur, il fait défibrillation, rajafan, ou la qui puis le défibrillateur, il fait une analyse de l'activité électrique et puis il donne un choc électrique et il défibrille le cœur pour pouvoir exercer du massage cardiaque sur un cœur qui marche et qui se contracte d'une manière normale. Parce qu'un cœur qui est lent, on ne peut pas lui faire du massage cardiaque. Est-ce que madame et monsieur tout le monde peut utiliser le défibrillateur? Oui, ce que vous voyez maintenant sur l'écran avec Adil ou Lahna derrière moi, il y a des défibrillateurs aussi. Alors, on est avec Adil qui va nous montrer. C'est des défibrillateurs automatiques ou semi-automatiques externes. Externe, ça veut dire c'est la miniature de celui qu'on voit dans les hôpitaux quand ils chargent, ils se matchent la cage thoracique de la personne. Donc, monsieur et madame tout le monde peuvent utiliser parce que le défibrillateur, si une loi de sauvetage est approuvée dans un pays, il est obligatoire avec une bouteille d'oxygène qui soit dans les lieux publics. Maintenant, ce défibrillateur, vous le trouvez dans les aéroports, dans les restaurants, dans les sociétés, partout vous le trouvez. Et pourquoi monsieur et madame tout le monde peut l'utiliser? Parce que c'est un défibrillateur automatique, comme on a dit, qui vous guide tout seul. Même si vous n'avez jamais eu une formation en sauvetage, vous le prenez, si vous savez que c'est un défibrillateur, vous le prenez dès que vous ouvrez, il commence à vous donner des consignes en commençant par vous dire calmez-vous d'abord. Quand tu es au sauvetage, calmez-vous parce que votre calme qui va déterminer la qualité de votre intervention par la suite et la vie de cette personne en détermine. Donc, il vous demande de vous calmer, d'appeler les secours et puis dénuder la poitrine de la victime, couper ou déchirer les habits si nécessaire et puis il vous demande d'ouvrir les électrodes que vous trouvez à l'intérieur. Il vous montre même à travers où vous pouvez déchirer et l'endroit où est-ce que vous devez les coller. Adil, on revient sur Adil, va nous montrer sur quelle région on peut coller les électrodes. Voilà, sur la région mammaire. Voilà, on ouvre les électrodes à Adil, on le colle. Voilà, comme vous voyez, des électrodes. Vous voyez le défibrillateur, vu qu'il est automatique, à chaque fois, il vous demande de faire un truc.
Alors, vous connaissez. Voilà. On passe la première. On passe la première électrode. Voilà, sur la région mammaire ou au niveau du pectoral. Et puis la deuxième sur le côté gauche de la cage thoracique. Alors, on passe la première électrode sur l'épaule droite et la deuxième sur le sein. Saadil, on n'a pas vu où est-ce que tu as mis la deuxième électrode, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous montrer sur ton corps à toi? Parce qu'on te voit très bien. Voilà. D'accord. De la cage thoracique. Parfait. OK. Là, je vais expliquer. Donc, ça permet au défibrillateur de construire une ligne au niveau du cœur et c'est une ligne d'analyse sur laquelle il va analyser l'activité électrique du cœur et il va estimer est-ce que cette personne nécessite un choc électrique ou non. La différence entre ce qu'on a dit au début, c'est que le défibrillateur, il ne nie pas le travail du massage cardiaque. Ce n'est pas qu'on a un défibrillateur qu'on va arrêter le massage cardiaque. Le massage cardiaque, il se fait sur un cœur qui est en arrêt. Mais si ce cœur est fébrillant, en cas de crise cardiaque ou de noyade dans l'eau douce, ben on utilise le défibrillateur pour qu'il nous facilite l'exécution du massage cardiaque. Parce qu'un cœur fibrillant, ça veut dire que son activité électrique n'est pas vraiment parfaite. Automatiquement, si on continue à faire de la pression sur ce cœur, il ne va pas éjecter le sang de la manière escomptée. Donc, alors, oui. Je te laisse finir, c'est Alaska, je te laisse finir. C'est bon, c'était ça l'idée. Donc, le défibrillateur, il défibrille le cœur pour qu'on puisse exercer du massage cardiaque. Alors, je voudrais juste demander à Saadil, est-ce qu'il peut faire les démonstrations sur la première table? Peut-être qu'on le verra beaucoup plus. Saadil, si tu as la possibilité de faire les démonstrations sur la première table qui est proche de la caméra, et on te verra beaucoup mieux peut-être. Alors, en attendant, je voudrais revenir sur, c'est Alaska, je voudrais revenir sur une victime avec les accidents domestiques. On a parlé tout à l'heure d'un saignement. Maintenant, s'il y a une brûlure, il y a des personnes qui se brûlent à la maison, brûlure selon les degrés. Comment réagir par rapport à une brûlure et qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Juste, on peut terminer à la partie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une différence entre le défibrillateur automatique ou semi-automatique. L'automatique, c'est un défibrillateur qui fait le même travail que le semi-automatique et il donne le choc électrique automatiquement. Le semi-automatique, il attend votre confirmation par un bouton et cela, c'est par mesure de sécurité parce qu'en voulant donner un choc électrique à la personne, le défibrillateur vous demande de vous éloigner. Il se peut qu'il y ait une personne qui est de la même famille de cette victime qui veut s'approcher et tout, et quand le défibrillateur va donner, ça peut électrocuter la personne. Le semi-automatique, c'est vous qui le contrôlez. C'est ça la petite différence entre les deux défibrillateurs. Je reviens sur ce que vous avez dit, c'est Hassan, au niveau des brûlures. Il faut savoir que les brûlures, il y en a plusieurs. Il y a les brûlures thermiques, tu as la température soit haute ou soit basse, et il y a les brûlures électriques, et il y a les brûlures chimiques. Donc, s'il y a un liquide chimique qui se verse sur la peau, ben, ça peut engendrer une brûlure, ça s'appelle une brûlure chimique. Donc, si en gros, on peut dire que les brûlures peuvent être causées par le feu, c'est thermique, ou par la glace. Le froid atroce aussi peut mettre des dommages au niveau cutané, au niveau de la peau, et on appelle ça une angélure ou c'est une brûlure aussi de la peau. Et puis électrique, on sait très bien que notre corps aussi marche avec de l'électricité, mais si le courant qui passe dans notre corps est plus important que la normale, avec vraiment des voltages très hauts, ça peut causer des brûlures et même des crises cardiaques ou des fibrillations cardiaques. Donc, les brûlures aussi. Et les brûlures qu'on rencontre tous à la maison, bien sûr, c'est du feu ou du bouillon. Donc, comme vous voyez, le meilleur moyen pour entamer une brûlure, c'est de l'eau, en respectant bien sûr la règle du 15-15-15. Ce n'est pas une règle d'intermittent d'entraînement, c'est 15 degrés Celsius et pas moins de 15 minutes. Et puis, à 15 cm de loin si la personne peut supporter ça. Donc, l'eau, elle a pour but de diminuer d'abord la température
de la brûlure. Et pourquoi on utilise pendant 20 minutes? Parce que des fois, la brûlure est partie, elle a dépassé l'épiderme, elle est vraiment passée sur des couches profondes du territoire cutané. Donc, il faut refroidir et refroidir pour pouvoir enlever ou dédommager un peu. Et puis, s'il y a un liquide chimique, c'est l'eau, il contribue à la dilution de ce liquide. Et puis, si c'est électrique, il faut vraiment vérifier et enlever les vêtements et vérifier si cette personne n'a pas de brûlure parce qu'elle a été touchée par le courant électrique. Mais la conduite à tenir en général, ce qu'on a l'habitude de voir à la maison, c'est d'enlever les accessoires, les bagues, les bracelets, tout ce qu'on a, parce que la réaction du corps après une brûlure, c'est qu'il va faire un œdème, il va se gonfler. Donc, si on n'enlève pas ça avant l'œdème, ça va faire encore plus mal et ça va faire des dommages cutanés plus importants. On enlève les vêtements, il faut vraiment enlever les vêtements entièrement de la partie brûlée. Et si il y a une partie de vêtements qui reste collée, nous, on n'enlève pas en tant que sauveteur, on déchire et c'est à l'hôpital qu'ils vont enlever ça par leur connaissance. Mais on retient, il faut mettre de l'eau froide sur la brûlure. L'eau, donc, parce que nous, dans notre culture et dans notre héritage historique du sauvetage, il y a des gens qui mettent du dentifrice, des œufs, on met la main dans le congélateur. Tout ça ne sert absolument à rien. Il faut mettre de l'eau température ambiante. D'accord. Et bien sûr, appeler les secours ou se rendre à l'hôpital. Alors, Alaska, tu as parlé des produits chimiques. Au cas où un enfant boit un produit chimique, de l'eau de Javel ou de l'eau stockée et un produit chimique, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Oui, comme dit notre ami Adil, il ne faut jamais donner à l'acide à boire. Jamais donner à l'acide à boire. Ça veut dire, parce que les gens ont l'habitude de donner de l'eau ou du lait pour qu'il vomisse, parce que si ce produit chimique est entré, je ne vais pas le refaire sortir pour qu'il passe encore dans l'œsophage et causer plus de dommages. Il faut alerter les secours et transporter rapidement. Donc, le fait de faire vomir un enfant qui a absorbé un produit chimique, c'est une mauvaise... C'est pas bon. Et alors, il faut absolument appeler les secours et emmener rapidement à l'hôpital. Parce que généralement, les gens de notre société ou dans notre entourage qui arrivent à mettre dans la bouche un truc pareil, de l'eau de Javel ou un produit chimique, parce que si c'est par erreur, ça va s'arrêter au niveau des lèvres, maximum au niveau de la langue. Mais quand c'est fait comme ça, c'est souvent voulu. À pouvoir vraiment absorber ce genre de truc. Donc, il faut rapidement... Nous, on considère ça directement comme une tentative de suicide. Parce qu'une personne qui prend un truc, il le met chimique dans sa bouche, il va rapidement, avec le palais d'égout qu'on a, il va rapidement détecter que ce n'est pas un truc à manger ni à boire. Ça veut dire que les personnes qui se forcent à prendre, ça veut dire qu'il y a déjà une raison derrière. Alors, Alaska, en cas de fracture ou je dirais de déboîtement de l'épaule ou de l'articulation du genou, que faut-il faire et comment on peut réagir avant d'emmener ou de transporter la victime? Exactement. Ben, les fractures, il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a les fractures simples. C'est l'os qui a vraiment une petite fracture. Il y a les fractures de fatigue. Et ce que rencontrent souvent nos amis sportifs, une petite fissure microscopique au niveau cartilageux et qui engendre une douleur et qu'on n'arrive pas vraiment à détecter, mais en faisant un diagnostic. Elle est due à des efforts répétés ou à une période d'entraînement intense, quelque chose. C'est les sportifs qui sont touchés par ça. Et la plus dangereuse, c'est la fracture ouverte. Parce que l'os, quand il est brisé, il se cristallise, il devient comme du verre. Donc, en sortant de la partie cutanée, il peut facilement trancher une artère, une veine ou un nerf ou un muscle ou n'importe quoi. C'est les fractures les plus dangereuses. Mais généralement, une fracture, s'il n'est pas mise au niveau du cou, elle n'est pas mortelle. Donc, il faut rapidement prendre en charge la victime. On va switcher sur Adil qui va nous montrer comment on prend en charge, par exemple, une personne qui a un déboîtement d'épaule ou une fracture au niveau de la main ou l'avant-bras. Donc, il y a le moyen de construire une attelle par une écharpe, si on n'a pas. Comme vous avez vu, il met une écharpe et puis il maintient le bras fléchi. Il essaye de réconforter et immobiliser le membre fracturé à 100%.
Il peut aussi utiliser les habits de la victime si on n'a pas d'écharpe. On peut mettre sur notre t-shirt ou notre chemise, la rendre comme écharpe. Donc, il va nous montrer aussi, c'est Adil, au cas où il n'y a pas d'écharpe, qui va de la victime. Voilà, donc, voilà, regardez, parfait. La veste, il peut la rendre en tant qu'attelle. Et si c'est un membre, la victime est toujours par terre et c'est un membre inférieur, il faut mettre une attelle. Et si on n'a pas, bien sûr, on peut mettre un truc qui est un peu rigide, qui va immobiliser le membre. Si on n'a pas d'attelle ou un truc sophistiqué, on peut mettre un bout de bois, n'importe quoi qui va vraiment bloquer le truc. Un bout de carton, n'importe truc qui va vraiment bloquer pour pouvoir transporter la victime et alléger ses souffrances jusqu'à l'hôpital ou les secours qui arrivent, quelque chose comme ça. Alors, c'est Alaska, merci beaucoup. Merci Adil pour ces précisions. Nous arrivons pratiquement vers la fin de notre visioconférence, mais il reste encore plein de questions. Il y a une question qui me semble importante, qu'on voit souvent dans les accidents de la route chez les motards. Quand il y a un accident d'un motard et j'assiste à ça et je voudrais le secourir. Est-ce que je dois lui enlever le casque ou bien je lui laisse le casque si je vois par exemple qu'il saigne de la tête? Oui, on enlève le casque en cas de conscience. C'est-à-dire si la victime est consciente. Consciente et il me dit qu'est-ce qu'il est en train de ressentir et comment il va et je peux vraiment juger son cas. Mais si la victime est inconsciente, il se peut que cette inconscience est causée par une fracture cervicale ou quelque chose. Et moi, en enlevant le casque, je vais encore endommager encore plus cette. Donc, il faut alerter les secours, protéger. Et puis, si la personne est inconsciente, on emmène directement à l'hôpital. D'accord. Alors, c'est Adil, c'est Alaska. Je voudrais qu'on fasse un résumé avant de prendre d'autres questions des participants que je salue d'ailleurs. Alors, je suis, je dirais, à la maison en période de confinement, Covid-19, etc. Première chose, je n'ai pas de matériel. On part du principe que je n'ai pas de matériel. J'ai une victime consciente qui respire. Je parle de saignement du nez, d'une plaie. Comment je peux agir, s'il vous plaît, et rapidement et avec précision. Donc, Kif Maradi Mourlina Adil, sans matériel, je peux vraiment intervenir. Si vous parlez par exemple d'hémorragie, il faut stopper l'hémorragie par n'importe quel moyen. C'est-à-dire le moyen. Je prends un torchon, je prends un t-shirt. Normalement, j'ai ça et j'ai ça quand je suis à la maison. Si je n'ai pas ça, je peux bloquer avec mon t-shirt, avec un bout de Kleenex, avec un torchon, avec n'importe quoi. Il faut que je bloque. Si je ne trouve absolument rien, regardez, maintenant, on a des moyens. Mais si je ne trouve, par exemple, rien, je peux bloquer avec un truc qui n'est pas propre. Parce que maintenant, il faut sauver d'abord la personne et puis penser aux infections. D'accord. Alors, maintenant, j'ai une personne qui respire mais qui n'est pas consciente. Qu'est-ce que je fais? Je la mets en position latérale de sécurité, en PLS. Et j'attends les secours. Oui, j'attends les secours, soit en côté gauche, soit en côté droit, et je ne la quitte jamais. En termes de diagnostic, je reste toujours à côté, je vérifie son cœur, sa respiration, parce qu'une personne qui est inconsciente, il peut revenir en état de choc par la suite. Très bien. J'ai une personne qui respire, mais qui ne respire pas et qui n'est pas consciente. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la respiration artificielle, bouche à bouche. Et si le cœur ne fonctionne pas? Comme ce qu'a montré Adil, on fait le massage cardiaque. Très bien. Alors, nous arrivons, nous avons fixé 1 heure de visioconférence, nous arrivons à la fin. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de ce qu'on peut faire et comment on peut agir, mais moi j'ai bien noté la meilleure façon de secourir quelqu'un est d'appeler les professionnels du secourisme. Alors, est-ce qu'il y a un numéro rapide à retenir et qu'on peut composer et appeler rapidement? Exactement. Si Adil Afak, atteint le numéro ou atteint le numéro le Covid. On n'entend pas si Adil, il faut mettre ton micro. C'est bon. Alors, pour les sapeurs-pompiers, 150. Le 150, donc je compose le 150. Oui, pour le SAMU, service aide médicale d'urgence, 141. Très bien, 141 pour le SAMU. La police, 190. 190 pour la police. Donc, il faut vraiment retenir ces 3 numéros. Oui, gendarmerie royale, 177.
Gendarmerie royale 177. Donc, toutes ces informations, on va les mettre sur le site, site du comité olympique, sur la page Facebook, pour que les participants puissent les retrouver facilement et les utiliser. Et pour le Covid, j'ai quelqu'un à la maison et qui a le Covid, comment je peux faire? 300. Le 300. Et d'ailleurs, une question, j'ai quelqu'un à la maison, enfin, je croise les doigts et je touche du bois, je ne le souhaite pas, et je ne le souhaite pas aux participants et à tous les Marocains, mais malheureusement, c'est le cas. J'ai quelqu'un qui a je découvre qu'il a le Covid, il est de ma famille, il est en train de perdre conscience, il est dans un état lamentable. Est-ce que je peux le secourir en attendant? Comme ce qu'on a dit à Sif Kak tout à l'heure, on peut secourir tout en prenant les mesures d'être vraiment Protégé. sécurité aussi et protégé, donc bavette, masque, gants, les gants à une seule utilisation. Et puis, cette personne, s'il n'a pas de masque ou n'a pas de bavette, on peut mettre juste un t-shirt, un tissu, une écharpe qui ne va pas bloquer sa respiration sur sa bouche et je peux bien sûr la secourir en attendant l'arrivée du secours. Et bien sûr, se laver toujours après avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. Comme vous voyez, ici, on a tout ramené, on est toujours, surtout un sauveteur, il doit être toujours prêt. Et maintenant, en période pandémique, toutes les personnes doivent être menées de leur bavette et de leur masque. Alors, comment on s'adresse au mouvement sportif marocain et puis, j'ai envie de dire africain, et je renouvelle mes salutations à nos amis, frères et sœurs des pays africains, des autres pays africains. Je voudrais juste vous poser la question d'un des participants, c'est Mohamed Jarch, que je salue d'ailleurs, un karatéka de haut niveau. Il remarque que ces derniers temps, nous avons de plus en plus d'enfants obèses qui viennent dans les salles. Et parfois, ils ont des problèmes de crise respiratoire et des crises d'asthme. Comment l'entraîneur ou le professeur dans la salle peut se comporter dans ces cas-là quand il y a un enfant qui a subitement une crise d'asthme, une crise respiratoire? Donc, pour les crises d'asthme, généralement, donc l'obésité maintenant, c'est un problème du siècle, même chez les grands. Malheureusement, cette génération a ses particularités, mais ils sont victimes d'autres choses aussi. Donc, l'obésité n'est pas forcément une cause d'une crise d'asthme. La crise d'asthme, c'est des troubles du système respiratoire, mais la première et le premier geste et conduite à tenir chez quelqu'un qui a une crise d'asthme, c'est de lui demander de contracter sa bouche et d'expirer d'une manière forcée. Parce que le problème chez les asthmatiques, ce n'est pas l'entrée de l'air, mais sa sortie. Donc, on expire et on presse pour pouvoir exercer une force sur les alvéoles et les pousser à extraire le dioxyde. Et d'où l'orientation des médecins vers la natation, parce que maintenant, quand on parle et quand on fait du sport sur terre ferme, on respire d'une manière inconsciente. Mais quand on passe dans une piscine ou pour pratiquer la natation, les expirations sont forcées et ça entraîne notre système respiratoire et ça allège les souffrances des enfants qui ont les crises d'asthme. C'est pour ça un médecin, quand il détecte l'asthme chez un enfant, il lui dit il faut faire de la natation. Et c'est grâce à la natation qu'il va développer cette immunité contre l'asthme. Et la couche d'eau qui est vraiment proche de l'eau, elle est assez humide, elle est facile à inspirer et l'expiration, elle est forcée. Donc l'enfant, il arrive à respirer facilement. C'est Alaska, une dernière question par rapport à la pratique dans une salle, et c'est d'ailleurs Abdelghani qui pose cette question. Si un pratiquant avale sa langue, oui. Comment on peut réagir et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la musculature en général, sur postérieur ou antérieur, c'est courant chez nous qu'une personne avale sa langue. Mais ce n'est pas avaler, c'est juste un muscle qui se relâche. Il suffit de libérer les voies aériennes supérieures et l'air va passer sans problème. Parce que, voilà, regardez. Adil, voilà, regardez. Le muscle, quand il se relâche, Adil remet avec la tête en position normale. Regardez, vous voyez que l'air n'a plus de passage. Parce que la langue, il bloque, parce qu'il est relâché. Et quand on va libérer les voies aériennes, libère Adil, libère, voilà. Donc, en mettant la tête un peu penchée vers l'arrière, on ouvre un peu le passage à l'air. Même si cette personne est inconsciente, l'air, il va passer. Alors, je précise que un autre participant, Thierry Vaca, qui dit une bouteille d'oxygène requise dans les salles. C'est très important que les salles soient aussi équipées d'un minimum pour faire le premier secours. Pardon, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est une bouteille d'oxygène.
Comme je vous avais dit tout à l'heure, là où il y a la loi du sauvetage qui est validée, donc toute personne ou tout promoteur ou quelque chose d'un endroit public, il se trouve dans l'obligation d'avoir la bouteille d'oxygène. C'est des pénalités à payer et des problèmes administratifs par la suite si vous ne l'avez pas. Parce que avec une bouteille d'oxygène, on sauve une personne inconsciente, on sauve une personne qui a une crise d'asthme, une intoxication alimentaire, une crise cardiaque, n'importe quoi. La bouteille d'oxygène, aussi, monsieur et madame, tout le monde peuvent l'utiliser parce qu'il y a un débit mètre dans la tête. Et puis, il y a un litrage, soit 2 litres, soit 4 litres, soit 8 litres. Il faut juste savoir, je vais donner juste rapidement comment on utilise ça. On utilise 2 litres par minute. Quand vous ouvrez sur 2, ça veut dire 2 litres par minute. Vous administrez à cette personne 2 litres d'oxygène par minute. Donc, pour un bébé, on ouvre à 2 litres par minute. Et puis, pour un enfant, on ouvre à 4 litres par minute. Et puis, pour une femme, qu'elle soit enceinte ou pas enceinte, on ouvre à 6 litres. Et puis, pour l'adulte, on ouvre à 8 litres par minute. Tout ça en cas de conscience. Cette personne, elle est consciente et juste, elle a du mal à respirer. On ouvre à ce réglage. Et puis, si la personne est inconsciente, on ouvre à 15 litres par minute pour tout le monde, que ce soit bébé, femme, homme, n'importe. D'accord? Et si cette personne est consciente et j'ouvre par exemple pour un adulte à 8 litres par minute et je vois que cette personne est bloutée toujours et ne respire pas bien, il n'y a pas de souci. Si je peux aller jusqu'à 10 ou 12, il n'y a pas de problème. Et si je vois que cette personne reprenne ses forces et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de diminuer à 6 ou à 4 pour pouvoir économiser l'oxygène pur qu'il y a dans la bouteille. Merci beaucoup, Si Alaska. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le secourisme. Oui. L'essentiel, c'est que nous pouvons être initiés au premier geste de secourisme pour sauver certainement des vies, mais avant tout, il ne faut pas s'improviser médecin ou secouriste, il faut appeler les secours. Et ces gestes, pour les maîtriser, je sais que sur le site de la Fédération royale marocaine de sauvetage, il y a plein de guides, il y a plein d'informations, il y a plein de conseils, et même vous offrez des formations pour que les gens puissent s'initier et surtout pour les entraîneurs, pour les professeurs de sport, pour les maîtres nageurs, les profs de natation, il est indispensable d'être initié au premier secours, surtout quand vous êtes en contact avec une population de jeunes ou de moins jeunes. Alors, si Alaska et si Adil, je vous remercie beaucoup et je voudrais savoir si Mohamed Adil Gharrab, qui est le président de la Fédération royale marocaine de sauvetage. S'il est avec nous, j'aimerais bien qu'il intègre l'écran. Voilà, bonjour Sir Arbel, merci beaucoup pour cette belle visioconférence avec Si Alaska et Si Adil. Merci pour cette initiative. Salam. Merci d'être avec nous. Alors, franchement, bravo pour ce que vous faites et je te laisse le mot de la fin et la conclusion. Merci, c'est Hassan. J'espère que toutes les fédérations ont au moins ont une idée sur cette sensibilisation, sur une idée du sauvetage en général. كنتمنى انه تزيدوا تبحثوا في لو سوفتاج السكوريزم بروميي سوا. كنتمنى انه جميع القاعات وجميع لي فيديراسيون سبورتيف، جميع الاطر ديالها والرياضيين يكون في اي مكان كيتمرنوا فيه يكون عندهم او موان une bouteille d'oxygène, يعني قرعه ديال l'oxygène ويكون عندهم un défibrillateur, c'est le minimum. كنتمنى c'est le long terme et c'est pour ça que inchallah في Marrakech 2023 on va avoir la conférence internationale de la prévention de la noyade. C'est à échelon mondial avec la participation de la Fédération internationale de sauvetage et également l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y aura plus de 160 pays. انه المغرب يمضي على العقد ديال الاطار ديال لو سوفتاج في المغرب وعلى الحمايه ديال لو سوفتور اللي هو كيخدم وكيعتق الناس. كانت شاك ميزون او ماروك كل بيت مغربي يتوفر فيه او موان ان سوفتور، لانه كنشوفوا بانه فيما كيكون عندنا ان اكسيدون كيكون ان روتار ديال لي بيرسون كي فون نوز ايدي، كيكون ميم في لي كاتاستروف ناتوريل شفنا بانه ما كيجي لو سكور حتى كيكون وقع اللي وقع. كنتمنى انه كل دار يكون فيها ان سوفتور
اللي هو يعتق الناس مراته ولا ولادو. وكنتمنى ان شاء الله انه على الاقل اللي عنده اون بيسين يحضي ولادو وما يخليش لو باساج ليبر ليها، واللي كيكون في لابلاج وكيمشي مع ولادو انه ما يخليش ولادو يعوموا بوحدهم، سي لو مينيموم. اي ابخي ان شاء الله كنتمنى لي فيديراسيون كلهم يكونوا diplômés en matière de secourisme. C'est ce qu'on fait maintenant avec les journalistes. كنتمنى même les cadres et les premiers intervenants اللي كيكونوا اللي هما لي كوتش يكونوا ان شاء الله قراب من لي زاتليت ديالهم. وكنتمنى لي زاتليت ان شاء الله يدوزوا هاد لا بانديمي بخير ويرجعوا لينا avec un niveau ان شاء الله un haut niveau اللي مثل المغاربه. Et merci beaucoup سي حسن, merci au comité. Merci à toi, Sir Arbel, merci beaucoup. Alors, je rappelle que toutes ces informations sur les formations, les quêtes d'Iro, des notions les premiers secours, surtout les SETIDA ديال الرياضة, les salles ديالهم, les formations, on peut retrouver sur les informations sur votre site de la Fédération royale marocaine de sauvetage. Quant à moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les participants et je vous rappelle que le Comité national olympique est à votre service pour partager avec vous tous les savoirs. Allez-y sur notre site, vous trouvez toutes les informations et je vous donne rendez-vous le lundi prochain, le lundi 8 à 11h pour une visioconférence sur quels sont les moyens pour réussir la sortie de votre confinement. D'ailleurs, je vois l'affiche, nous avons une équipe de réalisation qui est exceptionnelle au Comité olympique et je félicite et que je remercie. Alors voilà, rendez-vous le 8 juin, nous allons inviter des médecins, des experts et on va voir ce regard croisé sur comment réussir, ils sont aussi à l'affiche, comment réussir d'une façon pragmatique, concrète, la sortie de ce confinement pour qu'on se protège les uns et les autres ou on préserve notre santé, Inch'Allah. Je vous souhaite un excellent week-end de la part de toute l'équipe du CNOM et je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci à vous. Salut. Merci.